km, prendre la sortie A330 en direction de E23, A31. Bon, on va pas obéir. On continue tout droit jusqu'à la A31. Voulez-vous répondre? Allô? Ouais, Henri, dis-moi c'est qui a gagné la Marlenag de mer? Je sais pas. Je sais que le RN il a pas réussi son coup, il a seulement entre 130 et 150 députés et que c'est pas du tout ce qu'on attendait, mais à part ça je sais pas du tout. Ah, ils n'ont pas gagné? Bon, en fait il croyait que le RN il croyait qu'il allait avoir 250 ou la majorité absolue. En fait, ils arrivent en 3e position derrière la gauche et Macron. Oh putain! Ouais. Je suis étonné. Ouais, normalement, ils pensaient avoir 250 ou 280 députés. Ils ont entre 130 et 150 députés. Et à Marlenag, Dans 600 mètres, prendre la sortie A330 en direction de E23, A31. À Marlenheim, je sais pas. Marlenheim, je sais pas. Regarde. Bah, en fait, là, je peux pas, je suis dans mon camion. Hein. T'as l'ordinateur, tu peux regarder Non, mais là, je suis dans mon camion. Prendre la sortie à 330. Je te dirai quand je m'arrêterai, je t'enverrai un SMS. Mais là, je peux n'oublie pas, sinon je t'appelle 10 fois. Hein. Okay. Ouais, bah, comme ça fait de la conversation. Continuez sur A330 pendant 2 km. Et au fait, ton jeu. Quoi? Je veux dire, ton téléphone, comment tu le recharges? Ouais, je sais pas, on va voir. C'est un vieux téléphone, tu sais, c'est des téléphones de... Les vieux téléphones, c'est des chargeurs spéciaux, hein, c'est les téléphones des années 2000-2010. J'ai demandé à la CIA de m'aider. Ouais, ouais, c'est des vieux chargeurs. J'ai demandé à la CIA. Mais achète-toi un téléphone au Leclerc. C'est pas cher, on a 100, 120, 130 euros et il est 1000 fois mieux que celui. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Ouais, bah je sais pas. Ouais, pour te dire ça, va déroule bien, amuse-toi bien. Ouais, d'accord, ouais. Là, on est dans la montée de Nancy sur la A33.
là, c'est la A33 National 4 à la hauteur de Nancy. On va bientôt prendre la A31. Et après, on rejoint la National 4. Radar mobile à 1000 mètres. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 100 mètres. Dans 3 km, prendre la sortie 1 vers Nancy à ouest, Laxo. Dans 600 mètres, prendre la sortie 1 vers Nancy à ouest, Laxo. Prendre la sortie 1, puis utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle A31. Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle A31. Continuez pendant 19 km.
de la 31, on rejoint la National 4. Direction Paris.
sommes à la hauteur de Toul. Fixe à 1000 mètres. Radar fixe à 500 mètres. Fixe à 100 mètres. Dans 3 km, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie 12 en direction de Paris, Reims. Il y a Chaumont-Dijon, par un bassin. Maintenant, on rejoint la nationale 4. Dans 600 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie 12 en direction de Paris, Reims. Maintenant, on quitte la A31 qui tourne à gauche et on rejoint la nationale 4.
utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie 12. Appel de Régis. Lui, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, tu crois que le prêt va marcher? Que quoi? Prêt. Ah, j'en sais rien, je suis pas banquier. Hein. Je vois. Tu l'as fait au chômage. Le problème, c'est qu'ils vont voir tes dépenses. Si tu pourrais faire un prêt si t'as pas trop de dépenses, mais s'ils voient que tes trucs, il y a des problèmes. Hein? S'ils voient que tu as des problèmes en tout genre, ça marche pas alors. Ils vérifieront tes dépenses et ils vérifieront combien tu peux rembourser par mois. Si par exemple on te prélève trop d'argent, peut-être qu'ils le refuseront. Mais s'ils voient que tu gères, que tu as un prêt et puis qu'il n'y a pas trop d'argent sur ton chômage qui part, là ils te le feront. Ça dépend, ça dépend. Ouais. Merde. Ouais, ça marche. Ouais. Ça va, t'es où là? Ben là je suis après Toul. Ça? Je suis Nancy, Toul, et après il y a Toul, il y a de nouveau la Nationale 4, direction Ligny-en-Barrois, Saint-Dizier. Non, c'est bien, je suis loin du pays, c'est trop bien. Ouais. Bah, tu pourrais faire la même chose, hein. Tu passes le semi, tu fais la même chose. En porteur, tu fais. Ouais, ok, ouais. Ouais, tu sais qu'en porteur, même en camionnette, il y a des gens, ils font du national et de l'international. Hein. Pardon? En porteur et même en camionnette, il y en a qui font du national et de l'international. En porteur et en camionnette. Moi, il y a longtemps, j'avais fait du national, du fret en porteur, c'était chez Rage. Je partais, j'ai parcouru toute la France en 12 tonnes en express. Ok, je ne savais pas ça. Bah si, je crois que du côté de Landersheim, il y a une entreprise qui fait du national et de l'international en porteur et en camionnette. D'accord. Ouais. Mais de toute façon, si t'as pas de smartphone, tu peux oublier. Parce que les GPS, si on te dit d'aller quelque part, par exemple, on te dit, je sais pas, moi, va à Colissimo, à Lille, et ben, tu regardes sur Google Maps, mais on ne donnera même pas l'adresse. Il faut utiliser l'Internet. Hein. Il y en a là qui sont en train de monter là. Hein? C'est que ça des niches. Ouais. Ouais. Tu t'emmerdes comme un rat mort. Ouais, je m'en. T'as vu? Ouais. Tu t'emmerdes. J'ai dit tu t'emmerdes comme un rat mort. Voilà, tu as tout compris. Ouais. Enfer. Ben retravaille, si ça te réussit pas, t'as perdu ton smartphone, retravaille et puis voilà. Ouais, mais c'est l'habitude. En fait, t'as pas envie de travailler, tu peux faire t'ennuyer. L'habitude. Ouais. L'habitude. Ouais. Moi, le fait que j'ai pas. Je détravaille mes consommateurs. Ouais. Quand tu vas voir comment les premiers boulots venus, je travaillais pour un arabe et tout ça. Attends, j'enregistre et ne dis pas trop de bêtises parce que je suis en train de prendre une vidéo de la route, alors dis pas de bêtises.
Ah merde, pardon. Ouais, je comprends. En fait, Là, je tu sais, dis, dans mon camion, je prends des vidéos, je filme et tout ça, alors... D'accord. Ouais. Théorie, en fait, je ne travaille pas pour quoi quand je dis pourquoi. Hein? Je ne travaille pas parce que des fois, c'est des boulots qui sont payés le chômage. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais, et je me suis fait avoir une fois comme ça, j'ai pu faire un peu de Bon, n'empêche que tu as droit à un an de chômage, mais il faut prouver que tu cherches du travail. Hein. Oui, je sais. Donc, si un boulot m'intéresse, je le fais, mais je ne vais pas prendre. Ouais. Faire des chiottes. Mais de toute façon, dans les travaux publics, il y a plein de travail. Hein. Oui, il y en a plein. Je vais me profiter un peu. En camion benne, pas forcément en camion toupie, en camion benne. Hein. Ok. Ouais. Ah bon? J'ai dit pas forcément en camion toupie, en camion benne, hein, il y a plein de travail. Moi j'ai vu, j'ai cherché sur internet. Hein, oui, on me l'a dit. C'est vrai. Les mecs qui sont pour l'emploi, ils m'ont dit. Ouais. Ils m'ont dit au fil. Pareil, ils m'ont dit que je changerais pas. Il y a plus Pour l'instant, il y a plus de travail dans les travaux publics que dans le reste du transport. Travaux publics, là, il y a plein de travail. ouais, c'est bon, j'ai un pied dedans, tu vois. C'est bien. J'ai un pied avec mon sang béton. Tu devrais aller voir à Volksheim, à côté de chez Transroute. Ouais. À Volksheim, chez Transroute, c'est à côté de Cybervolaille. Ouais, j'ai vu. C'est à côté d'où? Transroute, c'est à Volksheim, c'est à côté d'Ergersheim. Non, ça c'est Etium. Pas Etium. C'est près de Cybervolaille. Hein? Ben, Cybervolaille, j'allais travailler dans le temps. Pardon? Dans le temps, j'allais travailler à Cybervolaille quand j'avais pas le permis poids lourd. C'est vrai, je te crois, mais je te dis que Cybervolaille, là-bas, il y a Etium, tu confonds. C'est pas Transroute. Transroute, c'est pas là-bas. Transroute, c'est non, c'est dans le coin, c'est le village qui est plus à l'ouest. C'est Volksheim. Le village qui est plus à l'ouest d'Ergersheim. C'est Volksheim, et là il y a Transroute. Mais j'ai travaillé à Transroute aussi, 3 mois. D'accord. Ouais. J'ai vu un camion de Transroute dernièrement, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pareil. Je suis grand en vérité. Hein? Et je suis grand en vérité. Ouais, t'es même un peu plus grand que moi. Allô? T'es même un peu plus grand que moi. Allô? Hein? Je disais, je suis grand. Oui, j'ai compris, t'es grand. Mais Non, parce que je me vois là dans le miroir, je ne sais pas. Miroir qui est la plus belle, hein? Hein? Miroir qui est la plus belle. C'est un beau, toi tu m'as eu là, tu m'as eu. Bien joué. Ah, tu m'as eu en beau. Ouais. Ah, mais je m'ennuie, c'est horrible, tu vois. J'ai peur de boire des verres alcooliques. Je fais la vérité. Tu m'entends? Ouais, je t'écoute. J'ai peur de devenir alcoolique. Non, non, ouais. Écoute, il faut que tu t'achètes un smartphone. Tu t'ennuies, t'as rien à faire. Là. J'ai fait quelque chose, du sport, un smartphone, n'importe quoi. Parce que là, c'est horrible. Tu vas à Leclerc, à Marmoutier, il n'y a pas grand chose, c'est pas cher. À Vaston, c'est pas cher les smartphones. Ouais. T'as des smartphones à 120 euros, 130 euros. J'ai vu un réparateur de smartphone à Marlemagne, Henri. C'est du laboratoire biologique. Ah ouais, de l'autre côté, ouais. Voilà, ça, tu connaissais alors. Ah oui, je répare. Oui, là, je répare des objets électroniques vintage. Ouais. Ah, c'est là que tu vas? Ouais, bah c'est là que je répare des trucs. Des fois, je répare des vieils ordinateurs, des fois, je répare des trucs. J'ai découvert ça aujourd'hui, t'as vu, maintenant que j'arrête pas de me parler tout dans le village, j'ai fait cours de plein de magasins. Ouais. Bah, il risque pas de réparer ton smartphone, hein. Allô? Il faut. Viens avec toi. Un meuf de ça. Hein? Tu vas faire du karaté. Ouais. À qui tu parles? Attends, ça, je te rappelle.
écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 16h51. France Info, le fil info de 16h50. De nouvelles frappes massives russes sur l'Ukraine. Au moins 31 personnes ont été tuées aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Un hôpital pour enfants de Kiev, la capitale, a été touché. Des actes qualifiés de barbares par la France. Le président Zelensky réclame une réponse plus forte de l'Occident envers Moscou. Dans l'attente de la nomination d'un ou d'une nouvelle première ministre après les élections législatives en France, les tractations se poursuivent au sein du nouveau Front populaire, notamment le numéro 1 du Parti socialiste, Olivier Faure, estime que la gauche doit être en mesure de présenter une candidature pour Matignon dans le courant de la semaine. Tout à l'heure, comme il l'avait annoncé hier, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté sa démission à Emmanuel Macron. Le président lui a demandé de rester en poste pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays, notamment pour les Jeux Olympiques de Paris qui démarrent le 26 juillet. Par ailleurs, on apprend que le maire de Limoges a été violemment pris à partie hier soir, frappé et insulté alors qu'il tentait d'éteindre un barbecue allumé par des manifestants qui célébraient les résultats du nouveau Front populaire. Un cas autochtone de dingue signalé dans l'Hérault par l'Agence régionale de santé, le premier enregistré en France depuis le début de l'année. La personne malade qui n'avait pas voyagé récemment dans une zone de circulation du virus a été prise en charge. Son état de santé n'est pas jugé inquiétant. Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas et Kevin Vauquelin. On connaît désormais la composition de l'équipe de France de cyclisme sur route en vue des JO de Paris. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 12h12. Radio France Internationale, il est 10h en temps universel, Média Paris. Florent Guignard. Bonjour, à la une de ce journal, des frappes russes sur l'Ukraine, des dizaines de missiles tirés, plusieurs morts. À Kiev, c'est un hôpital pour enfants qui a été touché. Nous serons dans un instant en direct de la capitale ukrainienne. La France, après les législatives du 7 juillet, le second tour, une France ingouvernable. La gauche est arrivée en tête, mais à une centaine de sièges de la majorité dans la future Assemblée. Défaite du Rassemblement national, arrive en tête au premier tour. Le parti de Marine Le Pen, finalement, termine en 3e position. Et le Premier ministre, Gabriel Attal, est en train, en ce moment, de remettre sa démission à Emmanuel Macron. Dans ce journal, on parlera également de la visite surprise du Premier ministre hongrois Viktor Orbán à Pékin. Il a rencontré tout à l'heure le président chinois Xi Jinping. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez 8 milliards de voisins consacrés aux villes côtières africaines qui font face à l'érosion. Les élections législatives en France qui débouchent à l'issue du second tour sur un paysage politique fracturé avec la défaite du Rassemblement national qui se voyait majoritaire et qui a finalement fait les frais du front républicain. La Russie avait apporté son soutien à l'extrême droite française dans l'entre-deux tours et ce matin, du côté du Kremlin, c'est la désillusion. On écoute Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Pour la Russie, le mieux serait une victoire des forces politiques qui soutiendraient les efforts visant à rétablir nos relations bilatérales. Mais pour l'instant, nous n'avons vu chez personne aucune volonté politique exprimée de cette nature. Par conséquent, nous ne nourrissons aucun espoir ou illusion particulier. Il est évident qu'il y a une certaine dérive des préférences des électeurs français, dérive difficilement prévisible, mais nous continuerons à suivre avec beaucoup d'intérêt le processus de formation d'un gouvernement et la mise en place de certains blocs. De toute évidence, les électeurs français sont à l'affût. C'est un pays très important sur le continent européen, dont tout ce qui s'y passe nous intéresse. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, traduction d'Anissa El Jabri à Moscou. Alors, ces législatives françaises. C'est bien qu'on fasse la paix avec la Russie. Résultat définitif. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête avec 182 députés.
L'ex-majorité présidentielle perd une centaine de sièges avec 168 députés, 143 sièges pour le Rassemblement national et 46 députés pour le parti de la droite, les Républicains. 3 grands blocs, donc aucun n'a la majorité, même si la gauche désire soit revendiquer la direction du gouvernement. La victoire du nouveau Front populaire qui signe la défaite de l'extrême droite et d'abord la victoire du Front républicain. La stratégie de barrage au parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a fonctionné. Et hier soir, dans plusieurs villes de France, des rassemblements ont eu lieu. À Marseille, par exemple, la manifestation à l'origine prévue pour protester contre la victoire de l'extrême droite, victoire annoncée, eh bien, s'est transformée en fête pour célébrer sa défaite. Reportage de Siam Spencer. Sur le vieux port de Marseille et dans les rues du centre-ville, plus de 5000 personnes sont rassemblées et laissent exploser leur joie. Dans la foule, il y a Ryan, un sourire jusqu'aux oreilles. C'est incroyable ce qui s'est passé, le RN n'est pas passé. Le fascisme n'a pas gagné et c'est la première chose qui soit arrivée. Au-dessus des têtes, quelques pancartes, parmi elles celle de Claire. Alors, il y a écrit l'amour plus fort que la RN. Pour tout vous dire, j'avais prévu un autre panneau et j'ai été hyper contente de devoir refaire un nouveau panneau au dernier moment. Je ne m'attendais pas à ce résultat et c'est une très bonne surprise, quoi. Claire qui n'était pas la seule à être surprise. J'ai dansé comme un fou dans la rue. Après la danse, c'est l'émotion qui se lit sur le visage de Paul Noir. La vraie France, c'est celle-là, que je connais, que tout le monde connaît. Vraiment, vive la France, genre qu'on connaît. Des résultats qui rassurent Anne-Sophie. On a beaucoup appréhendé et maintenant on a encore d'espoir pour l'avenir, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il y a une démocratisation de l'extrême droite et il faut faire attention. Faire attention au sein même de la gauche, ajoute-t-elle, en la gardant unie à l'Assemblée nationale lors des prochaines semaines. Siam Spencer, Marseille, RFI. Et précisément entre la France insoumise, les socialistes, les écologistes et les communistes, début aujourd'hui des négociations pour s'entendre sur le Premier ministre qui doit être annoncé, dit-on, cette semaine, en tout cas la candidature, mais tout dépend d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui nommera le Premier ministre. Et le président français ne semble pas pressé. D'abord, il y a un rendez-vous international cette semaine, le sommet de l'OTAN à Washington, et il attend de voir ce que l'Élysée appelle la structuration de la nouvelle Assemblée. Les députés élus hier doivent arriver en début d'après-midi dans cette Assemblée nationale. Et en attendant de connaître le nom d'un nouveau Premier ministre, l'actuel présente sa démission. Gabriel Attal est arrivé il y a une demi-heure au palais de l'Élysée. Une enveloppe dans la main, sa lettre de démission, mais il pourrait être maintenu à son poste pour gérer l'intérim, peut-être jusqu'aux Jeux Olympiques. Pour tout savoir sur ces élections législatives, cette situation inédite sous la Ve République avec un Parlement fracturé sans aucune majorité, eh bien rendez-vous sur RFI dans une édition spéciale de RFI Midi. La France après le 7 juillet. Reportage, décryptage et invité. On arrive à Ligny en bas. Titre des bombardements russes sur l'Ukraine, une quarantaine de missiles tirés. Nous avons quelques difficultés à joindre notre correspondant dans la capitale ukrainienne. Kiev a été particulièrement visé, ciblé, puisqu'un hôpital pour enfants a été touché. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il y a des victimes sous les décombres. Par ailleurs, dans plusieurs villes ukrainiennes, on dénombre au moins 10 morts. La guerre en Ukraine nous amène à la situation diplomatique, au déplacement diplomatique de Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui est en route. Radar fixe à 1000 mètres. Pour Moscou, il a choisi la Russie pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection, premier déplacement aussi à Moscou pour Narendra Modi depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que l'Inde n'avait pas formellement condamné l'agression russe, fidèle à ce qu'on appelle à New Delhi le multi-alignement, la guerre en Ukraine. Radar fixe à 500 mètres. On en parlera aussi, on en parle aussi lors d'un autre déplacement diplomatique, celui du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, à Pékin, alors que la Hongrie préside l'Union européenne depuis
le 1er juillet et pour 6 mois après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou. Victor Radar fixe à 100 mètres. Continue de faire grincer les dents des dirigeants européens. Il a rencontré tout à l'heure le président chinois Xi Jinping. RFI Pékin, Stéphane Lagarde. Pour les diplomates chinois, il ne s'agit pas d'une visite surprise, mais soudaine du Premier ministre hongrois en Chine, ce qui au fond ne change pas grand-chose, car la nouvelle n'est arrivée dans les colonnes de la presse d'État ici qu'une fois l'avion de Viktor Orban posé sur le tarmac de Pékin. Côté protocole, l'expression habituelle « à l'invitation d'eux » n'apparaît pas dans les communiqués, mais les dispositions prises pour accueillir le Premier ministre hongrois témoignent de l'importance de cette visite. Clic-clac, photo devant les drapeaux de la poignée de main avec Xi Jinping à Diaoyutai, la résidence pour les hôtes d'État étrangers près de Tiananmen. Mission de paix 3-0, la Chine est une puissance clé dans la création des conditions de paix entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le chef du gouvernement hongrois sur X alors qu'il atterrissait à Pékin. Cela 2 mois seulement après la visite du numéro 1 chinois. Radar mobile à 500 mètres. Budapest, les deux pays entretiennent d'étroites relations économiques mais également stratégiques et notamment une proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Radar mobile à 300 mètres. La Chine a de son côté d'abord promu un plan de paix en 12 points, revu à 6 points et publié avec le Brésil en mai. Proposition saluée par le ministre Radar mobile à 100 mètres. Roi des Affaires étrangères lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois le 25 juin dernier. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI. En Indonésie, 11 morts et 35 disparus dans un glissement de terrain. Des morts aussi en Inde. C'est la mousson et de violents orages ont provoqué des inondations et entraîné la mort de 10 personnes. Alors que l'Observatoire européen Copernicus, qui suit la dégradation du climat de la planète, annonce que le mois de juin a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré sur la planète, ce qui fait qu'on en est au 13e mois consécutif de record des températures mondiales sur la planète. Il est 12h10 à Paris, dans un instant, sur RFI. 8 milliards de voisins, on parlera justement des côtes africaines qui s'érodent face à la montée des océans. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 16h09. Cet été, toutes les routes mènent chez Opel. Tous les choix mènent à Astra. En hybride ou électrique, berline ou Sports Tourer, découvrez son plaisir de conduite inédit avec ses sièges ergonomiques, ses 2 écrans numériques de 10 pouces, sa vision à 360 degrés avec ses 4 caméras Intellivision. Jusqu'au 31 juillet, bénéficiez de 2 mois de loyer offerts sur Astra, mais aussi Corsa et Moka. 2e et 3e loyer offerts par Opel pour tout contrat LD 24 mois. Offre à particulier sous condition de reprise jusqu'au 31 juillet dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Les 3 infos qui comptent, Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Au lendemain du succès surprise du nouveau Front Populaire au second tour des élections législatives, la gauche revendique Matignon, mais Emmanuel Macron maintient Gabriel Attal. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre venu lui présenter sa démission de rester en poste pour assurer la stabilité du pays. Le camp présidentiel est arrivé 2e avec 168 sièges, derrière donc le nouveau Front Populaire qui obtient 182 députés. La gauche se réunit cet après-midi à 17h30. Elle promet de proposer un nom de Premier ministre d'ici la fin de la semaine. Pierre Jouvet, le secrétaire général du Parti Socialiste, était au micro de Vincent Parisot ce midi sur RTL. Il décrit la figure parfaite pour le poste selon lui. Je pense que c'est un type de personnalité. C'est une personnalité consensuelle déjà au sein du Front Populaire. Parce que le Front Populaire doit faire bloc et être uni. Une personnalité capable de rassurer et d'apaiser le pays dans ses nombreuses tensions qu'il traverse. Et si on a des personnalités qui peuvent faire consensus, moi j'y suis prêt. Je crois que le macronisme est mort, ne tournons pas autour du pot. Emmanuel Macron est aujourd'hui un président esselé et qui n'est plus en capacité d'impulser quoi que ce soit. On voit que la majorité, l'ex-majorité est fracturée entre l'aile droite, l'aile gauche, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Gabriel Attal. Donc tout ça est terminé. Nous devons créer les conditions de gouverner pour demain. Pierre Jouvet au micro RTL de Vincent Parisot, un entretien à réécouter sur rtl.fr et l'application RTL. Pendant ce temps-là, le RN cherche des explications à sa déconvenue. Le parti arrive en 3e position avec 143 députés. Jordan Bardella reconnaît sa part de responsabilité dans ce résultat. Le leader du RN était tout à l'heure devant le siège du parti où se tient en ce moment un bureau politique. Enfin, on commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis et je prends ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file. J'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier, mais ça nécessitera probablement que nous regardions
regardions les choses sur l'investiture d'un certain nombre de candidats que nous avons été amenés à écarter en début de campagne parce qu'ils ne répondaient pas à la ligne politique que je portais. Maintenant, c'est un socle sur lequel nous allons bâtir les victoires futures. Je crois que la victoire est différée. Jordan Bardella qui présidera le nouveau groupe nationaliste patriote pour l'Europe initié par le Hongrois Viktor Orban au Parlement européen, annonce cet après-midi des députés français et italiens. L'Ukraine, cible de frappes russes aujourd'hui, plusieurs villes touchées et notamment un hôpital pour enfants de Kiev. Des dizaines de morts à déplorer selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui réclame une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les syndicats du gestionnaire des aéroports parisiens appellent à la grève le 17 juillet, mercredi prochain. Un mouvement lancé à quelques jours seulement du début des Jeux Olympiques à Paris. Plus de 85% d'admis au baccalauréat. Les résultats sont tombés aujourd'hui avec donc un taux de réussite provisoire en hausse de 0,4 points par rapport à l'an dernier, annonce du ministère de l'Éducation nationale. L'attaque la plus dangereuse contre la défense la plus efficace du football européen, Espagne-France. Le match de demi-finale de l'Euro à vivre demain en direct et en intégralité dès 20h sur RTL. Coup d'envoi à 21h. Vivez l'Euro de l'intérieur sur l'appli RTL avec la radio digitale RTL Euro en partenariat avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La météo, encore beaucoup de nuages sur un large quart nord-ouest et près des frontières du nord. Il fait beau à l'est et au sud de la Loire. Les températures, elles peinent à décoller dans la moitié nord. 24 degrés à Paris, 26 pour Strasbourg. Par contre, vous avez jusqu'à 30 degrés. Oui, les bonnes nouvelles, faut aller dans le sud, Isabelle. 30 degrés à Bordeaux, Toulouse et Ajaccio. Et les courses aujourd'hui, elles ont lieu au Sable d'Olonne. Là aussi, il y aura sûrement un petit peu de soleil et même peut-être beaucoup. Départ dans 2 heures. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 5, le 10, l'As, le 7, le 12, le 6 et l'outsider de RTL, c'est ce 6, gasoline. RTL, 16h04. Tout de suite, le meilleur des grosses têtes, ça continue, Isabelle Piana. Merci Rachel, on vous retrouve tout à l'heure à 17h bien sûr sur RTL. On va retrouver cette fois-ci Jean-Philippe Janssen avec un bon petit moment. Il y aura également Marcella Yacoub, Jean-Jacques Perroni ou encore Sophie Davant. Cet été, toutes les routes mènent chez Opel. Tous les choix mènent à Astra. En hybride ou électrique, berline ou sports tourer, laissez-vous séduire par son confort et ses technologies avancées. Découvrez la gamme Astra, disponible dès 199 € par mois. Et en ce moment, bénéficiez de 2 mois de loyer offert sur Astra, mais aussi Corsa et Moka. Astra électrique Astral LD, 24 mois, premier loyer 3500 €, bonus écologique 7000 € déduit. Offre à particulier jusqu'au 31 juillet si acceptation crédit par. 2e et 3e loyer offert par Opel dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. Selon RTL L'Anglais Co, aujourd'hui à 9h59. Cet été, toutes les routes mènent chez Opel. Tous les choix mènent à Astra. En hybride ou électrique, berline ou sports tourer, découvrez son plaisir de conduite inédit avec ses sièges ergonomiques, ses 2 écrans numériques de 10 pouces, sa vision à 360 degrés avec ses 4 caméras, un télévision. Jusqu'au 31 juillet, bénéficiez de 2 mois de loyer offert sur Astra, mais aussi Corsa et Moka. 2e et 3e loyer offert par Opel pour tout contrat LD 24 mois. Offre à particulier sous condition de reprise jusqu'au 31 juillet dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Les pourquoi de la conso, Olivier Dauvert. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'œufs dans la mousse au chocolat qu'on achète au supermarché. Et oui, alors tout le monde ou presque normalement connaît la recette de la mousse au chocolat. Il vous faut donc du chocolat évidemment, des œufs, du beurre et du sucre. 4 ingrédients classiques mais qui ne sont pas indispensables. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais sauf pour les produits les plus hauts de gamme, la mousse au chocolat que vous achetez dans votre supermarché, eh bien, elle ne contient pas d'œufs. Je vous en ai porté, vous pourrez vérifier, Jérôme, il n'y a pas d'œufs dans ma mousse au chocolat. Et ça s'appelle bien mousse au chocolat. Oui, d'ailleurs, vous pouvez le voir, Marina, je vous prends à témoin, faites-moi confiance, ça s'appelle bien mousse au chocolat. La prochaine... Je ne fais pas confiance. La prochaine fois que vous ferez vos courses, regardez le nom du produit, vous lirez bien mousse au chocolat et surtout, retournez-le pour voir la composition. Vous ne trouverez pas nécessairement d'œufs, mais des ingrédients qui jouent le même rôle. Car pour être précis, quand vous faites de la mousse au chocolat, vous avez besoin du jaune et du blanc d'œuf pour donner toute sa consistance à la mousse. Le jaune, il permet à la mousse de prendre et le blanc lui donne
donne sa texture mousseuse et aérée. Alors, sans œufs pour épaissir, vous avez quand même besoin d'épaississant. C'est d'ailleurs un mot que vous lirez peut-être sur la liste des ingrédients. Épaississant, alors vous verrez, ça sera de la gélatine de bœuf, des carragénanes, de la gomme de gare, ou dans le produit que je vous ai porté, de l'alginate pour être précis. Alors, des produits qui sont certes naturels, mais qui ne sont pas des œufs et qui produisent pourtant le même effet de donner sa texture à votre mousse au chocolat. Mais pourquoi se passer d'œufs? Pour faire simple, on va dire qu'il y a 3 raisons. D'abord, l'œuf est quand même un ingrédient noble, donc c'est un produit qui est cher. Ensuite, ça peut représenter quand même un quart de la recette. Donc un produit cher qui pèse lourd, évidemment, ça grève les coûts. Ensuite, l'œuf est un produit qui est difficile à travailler. Essayez de monter des blancs en neige chez vous, vous allez voir. Alors, les industriels le font mieux que vous, mais bon quand même. Et puis enfin, dernière raison, et pas des moindres, l'œuf est un produit sanitairement très fragile. Et ne pas en utiliser quand on est un industriel, c'est prendre moins de risques, surtout pour des produits qui doivent se conserver entre 2 et 3 semaines. Voilà pourquoi il n'y a pas nécessairement d'œuf dans la mousse au chocolat de votre supermarché. Vous avez quand même dit qu'il y avait de la gélatine de bœuf parfois dans la mousse au chocolat. Dans beaucoup de produits, et y compris dans les bonbons aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Quand vous partez en voyage à l'étranger, quelle est la chose que vous redoutez le plus? Réponse A, une opération d'appendicite. Réponse B, attraper la dingue. Réponse C, se casser une jambe. Il y a des questions auxquelles on préfère ne pas répondre. Europe Assistance, on peut s'en passer, sauf quand on en a besoin. Avec l'assurance annuelle, protégez tous vos voyages de l'année. Toutes les infos sur europe-assistance.fr. Europe Assistance France, SAS, 11 avenue François Mitterrand, 93 210 Saint-Denis. Immatriculation à l'ORIAS 0702 94 63. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h04. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Laure Closier jusqu'à 9h. 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. On va essayer d'y voir clair ce matin. Voilà ce qu'on sait. La gauche est en tête. Le RN s'est pris une claque. La majorité présidentielle limite la casse. LR a bien résisté. Le barrage républicain a très bien fonctionné, mais personne n'a de majorité ni pour gouverner ni pour bloquer. Il faut s'allier, mais avec qui? À gauche, dans une France qui penche à droite, ou à droite, dans une assemblée qui penche à gauche. Émission spéciale ce matin, tous nos experts sont mobilisés, les détails des résultats, les réactions à l'international, les différents scénarios, les réactions de marché, l'avis des patrons, les craintes des épargnants, tout ça, c'est dans un instant. Dans tous les cas, la France a un rendez-vous déjà avec Bruxelles le 20 septembre prochain. La France doit présenter sa trajectoire budgétaire. Rendez-vous aussi à l'automne avec le budget 2025. La messe politique n'est pas encore dite, mais les économies ne semblent plus être à l'ordre du jour. Législative, est-ce que c'est le grand retour du quoi qu'il en coûte? Question posée à Jean-Marc Daniel, à Nicolas Dose, à François Mickey-Marty et bien d'autres ce matin. Il est 6h pile. Le journal, c'est avec Stéphanie Colo. Donc, les résultats ce matin des législatives. Et évidemment, on ne sait pas où on va, Stéphanie. Le nouveau Front populaire arrive en tête devant le camp présidentiel et le Rassemblement national qui confirme sa percée, mais d'une ampleur moins importante qu'initialement anticipée. Léo Dumas, le RN, s'est heurté au Front républicain. Oui, le Front républicain a tenu et c'est la gauche qui l'emporte avec 182 sièges. Le nouveau Front populaire sera la première force de cette nouvelle Assemblée nationale. Ensuite vient l'ancienne majorité présidentielle qui parvient à garder 163 députés dans l'hémicycle et donc le Rassemblement national plus que distancé en 3e position. Le parti d'extrême droite n'obtient que 143 sièges en incluant ses alliés. Enfin, les Républicains qui n'ont pas fait d'alliance résistent et progressent, même ils envoient 68 élus à l'Assemblée. Alors il faut aller regarder dans le détail des blocs. Quel est le rapport de force? Alors comme avec la NUPES en 2022, c'est la France insoumise
Insoumise qui domine. Le parti compte 75 élus, mais c'est un chiffre stable par rapport à la dernière législature. À l'inverse, le Parti socialiste double lui son nombre de sièges, 65 cette fois-ci. Les Verts progressent eux aussi avec 33 sièges. Le Parti communiste, enfin, vient avec 9 sièges. Alors Léo, on zoome aussi sur les résultats de quelques figures politiques. Oui, d'abord avec les ministres macronistes, la plupart sont réélus. Gabriel Attal le premier dans les Hauts-de-Seine. Victoire également pour Agnès Pannier-Runacher et Marc Fesneau actuellement en charge de l'agriculture, ou encore Olivia Grégoire et Roland Lescure, les représentants de Bercy. Dans le Nord, ça passe pour Gérald Darmanin. Autre figure de l'ex-majorité, Yaël Braun-Pivet, la vice-présidente de l'Assemblée, garde son siège dans les Yvelines, ce qui n'est pas le cas de ses deux vice-présidentes. Valérie Rabault pour le PS comme Caroline Fiat sont battues toutes les deux par le Rassemblement national. Défaite surprise par ailleurs pour Nicolas Dupont-Aignan qui est battu par la gauche dans l'Essonne. À gauche toujours, François Hollande réussit lui son grand retour dans sa circonscription de Corrèze. François Ruffin en difficulté après le premier tour et lui aussi réélu dans la Somme. Et puis quelques grands perdants dans le camp macroniste. Le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini est battu à Paris. C'est le cas également de l'ancien ministre Olivier Véran. Merci beaucoup Léo Dumas. Quelques réactions à vous faire écouter ce matin. On commence avec l'extrême droite et la déception. Marine Le Pen nous avions potentiellement radar mobile à 500 mètres. La majorité absolue, c'est vrai, s'il n'y avait pas eu de désistement massif, nous aurions la majorité absolue. Et c'est par l'intermédiaire de cette manœuvre, quoi qu'on en dise. Radar mobile à 300 mètres. Qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accéder à cette majorité absolue. Mais il y a aussi des millions de Français à qui on a dit qu'il était... Radar mobile à 100 mètres. C'est tout à fait exclu que la gauche puisse réclamer la constitution d'un gouvernement. Et aujourd'hui, ils sont en situation de le faire. Et je pense que beaucoup sont évidemment terriblement inquiets de voir Jean-Luc Mélenchon réclamer, évidemment, que soit nommé un Premier ministre la France Insoumise et qu'il puisse mettre en place un gouvernement. Marine Le Pen qui estime par ailleurs que la victoire du RN n'est que différée. La marée monte mais elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, a-t-elle déclaré. Arrivé en tête du second tour, le nouveau Front Populaire doit désormais s'accorder avec les autres forces politiques. Objectif, convertir cette première place en majorité de gouvernement. Olivier Faure, le patron du PS, appelle les partis de gauche à avancer ensemble pour gouverner. Nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires qui viendrait trahir le vote des Français. Nous ne voulons qu'une seule chose, faire en sorte que notre pays se retrouve. Il a été tellement fracturé. Alors maintenant que les députés sont élus, c'est le début des grandes tractations pour savoir qui va gouverner le pays. Thomas Asportas, quelles sont les étapes à venir dans les prochaines heures? Dans les prochaines heures, la prochaine étape, c'est Gabriel Attal qui remet sa démission à Emmanuel Macron dans la matinée, puisque la majorité sortante a perdu les élections. On l'écoute. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Une nouvelle ère commence. Une nouvelle ère pour notre nation. À compter de demain, le centre de gravité du pouvoir sera, par la volonté des Français, désormais plus que jamais entre les mains du Parlement, entre les mains des représentants de la nation, et donc entre les mains de nos concitoyens. Voilà, effectivement, dans les prochaines heures, la balle est dans le camp des députés, à commencer par le camp des vainqueurs, le nouveau Front Populaire, qui doit se mettre d'accord sur qui pourrait être le Premier ministre issu de leur rang. Ça va négocier aussi du côté de la majorité sortante, qui fait finalement beaucoup mieux que prévu. Elle est en position de force pour négocier. Son président Stéphane Séjourné dit qu'il travaille aux conditions préalables à toute discussion en vue d'une majorité. Et en attendant l'issue de ces tractations, Emmanuel Macron peut refuser ce matin la démission de Gabriel Attal, lui demander de gérer les affaires courantes d'ici à la composition du prochain gouvernement. Le président va prendre son temps, son entourage nous dit qu'il attend la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre les décisions nécessaires. Il a dit qu'il était prêt, Gabriel Attal, à continuer autant que nécessaire, même si on sentait quand même avec Emmanuel Macron qu'il y a une petite tension désormais entre eux. C'est quoi les choix désormais, Thomas, qui s'offrent à Emmanuel Macron? La première option, c'est de faire comme les Allemands, une coalition de gouvernement au centre, et c'est exactement ce que plaide l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. On l'écoute. Les résultats que nous découvrons laissent apparaître une assemblée dépourvue de majorité claire. L'ancienne majorité présidentielle, si elle résiste mieux que cela n'avait été annoncé,
voit le nombre de ses députés diminuer et ne peut gouverner seul, ce qui doit l'inciter à une grande humilité. Les forces politiques centrales ont donc une responsabilité qu'elles ne peuvent écarter. Elles doivent, sans compromission, favoriser la création d'un accord qui stabilisera la situation politique. Il va sans dire qu'à mes yeux, cet accord ne peut être construit ni avec le Rassemblement national, ni avec la France insoumise, à qui nous opposent des divergences de principe. Voilà, c'est le problème. Le camp présidentiel et LFI ne veulent pas gouverner ensemble. Les socialistes eux-mêmes, on a entendu Olivier Faure, disent qu'ils ne se prêteront à aucune coalition des contraires. Et les Républicains, par la voix de Laurent Wauquiez qui revient à l'Assemblée, dit qu'il n'y aura ni coalition, ni compromission de la part de LR. Donc c'est très mal parti pour une coalition. Deuxième solution, c'est la France 2022-2024, c'est-à-dire de continuer à essayer de bâtir des majorités texte par texte, projet par projet. Mais c'est précisément pour sortir de ça qu'on a fait une dissolution. Donc on ne serait pas plus avancé. Et troisième et dernière option, si aucune solution politique n'est trouvée, bah c'est l'Italie. L'Italie des Mario Draghi, Mario Monti, un gouvernement technique de hauts fonctionnaires avec un programme de réforme à minima. On le sait, ce genre de gouvernement ne peut pas faire grand-chose, ne dure jamais très longtemps, puisqu'il est à la merci de l'Assemblée et d'une motion de censure. Donc quel que soit le scénario qui va s'imposer, une coalition à l'allemande, une majorité de projet à la française ou un gouvernement technique à l'italienne, on voit bien que ça va être laborieux pour gouverner le pays et qu'il n'y a pas d'élan porteur pour l'économie. Merci beaucoup Thomas, on vous retrouve tout au long de cette matinale spéciale élection législative jusqu'à 9h. Autre question ce matin, comment nous regardent nos voisins européens? Quelles ont été les réactions, Stéphanie? Alors le Premier ministre polonais se réjouit de l'échec du Rassemblement national. Donald Tusk a tweeté dans la soirée: à Paris l'enthousiasme, à Moscou la déception, à Kiev le soulagement, suffisamment pour être heureux à Varsovie. Du côté du président espagnol Pedro Sanchez, il a déclaré que le Royaume-Uni et la France ont dit oui au progrès social et non au recul des droits et des libertés. À Bruxelles, on retrouve Alix Le Bourdon. Alix, quelles sont les autres réactions européennes? Nous sommes sur le viaduc de Saint-Dizier, contournement. Alors on a un petit souci technique avec Alix Le Bourdon que l'on n'entend pas. On va essayer on la retrouvera un peu plus tard, Alix. Ah on vous entend, Alix. Et bien écoutez, ce que je vous disais, c'est qu'ici à Bruxelles, il y a sans doute eu un certain nombre de ouf, de soulagement hier soir en voyant que le Rassemblement national était loin d'obtenir la majorité absolue, comme ça avait pu être évoqué dans l'entre-deux tours, une perspective qui effrayait ici à Bruxelles, tant le programme de l'extrême droite entre en collision avec certaines politiques européennes, comme l'a souligné un responsable du Parti social-démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz. Le pire a été évité, mais la perspective d'une Assemblée nationale sans majorité claire n'est pas non plus pour rassurer les dirigeants européens qui craignent une période d'instabilité politique en France et un affaiblissement du moteur français sur la scène européenne. Et puis certains s'inquiètent aussi d'une figure telle que celle de Jean-Luc Mélenchon et son parti La France Insoumise, qui a plusieurs fois prôné la désobéissance européenne lorsque c'est nécessaire, un fonctionnement juridiquement impossible au niveau européen qui exposerait la France à des sanctions, voire à des suspensions d'aides européennes. Merci beaucoup Alix Le Bourdon depuis Bruxelles. On reparlera des réactions internationales avec Benahouda Abdelrahim dans un instant, notamment le Sud Global qui s'est félicité des résultats des législatives. Juste un mot de la réaction des marchés. On va surveiller bien évidemment l'ouverture du CAC à 9h. Pour l'instant, on est relativement stable en avant-marché. L'euro, lui, n'a quasiment pas bougé. Il se situe ce matin à 1,029 €. On retrouvera Aude Kersulek depuis Euronext juste après le journal. Et en tout cas, les tensions sur la dette française ont eu des répercussions sur le marché du crédit. Peu d'entreprises ou de banques se sont risquées à émettre de nouvelles obligations ces derniers jours. Le contexte politique pèse, selon Adrien Dumas, le directeur des investissements chez Mandarine Gestion. On l'écoute. Les entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes, ont déjà bien réglé leur financement pour l'année 2024. Et donc effectivement, la période de volatilité sur les taux et l'incertitude politique les incite à être un petit peu prudentes sur les nouvelles émissions. Pourquoi? Parce que si le taux français se tend, effectivement, leur coût de financement serait beaucoup trop important. Donc les attendent d'avoir un peu plus de visibilité sur l'issue des scrutins. Et rentre dans la période estivale, donc de manière générale, les volumes sont un peu plus faibles, mais il est évident effectivement qu'on attend des réponses d'un point de vue politique et de la formalisation d'un budget et d'une réponse vis-à-vis des attentes de l'Europe d'ici la fin
fin de l'été. Donc d'ici là, on pense qu'effectivement les émissions et les demandes des entreprises resteront assez faibles. Et du côté des épargnants, on reparlera de leurs inquiétudes avec Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Il sera avec nous à partir de 7h15. Dans le reste de l'actualité, en bref, un projet de mine de lithium dans l'Allier est reconnu d'intérêt national majeur selon un décret qui a été publié au journal officiel. Il s'agit d'un des plus gros projets européens de mine de lithium. Il est porté par le groupe Imerys qui prévoit une production permettant la fabrication de plus de 700 000 batteries pour véhicules électriques par an pendant 25 ans. Total Energy envisage de baisser le prix du plafonnement à la pompe aujourd'hui à 1,99 € le litre. Ça concerne ses clients abonnés à son offre gaz et électricité. C'est ce que Patrick Pouyanné a déclaré lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence le week-end dernier. Autre décret qui a été publié et qui était très attendu par le secteur du BTP. La canicule devient un motif de chômage technique pour les ouvriers du bâtiment, ouvrant la voie à des indemnisations en cas d'arrêt de chantier. Elle rejoint la neige, le gel et le vent dans la liste des intempéries couvertes. Aux États-Unis, après des mois de négociations, Paramount accepte l'offre de fusion de Skydance, faisant de David Ellison, le fondateur de Skydance, l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. L'accord pourrait être finalisé dans les prochaines heures. Et puis en Corée du Sud, les salariés de Samsung démarrent aujourd'hui une grève générale de 3 jours, un mouvement inédit après l'échec des négociations salariales. Les syndicats réclament une amélioration des congés annuels et une transparence des primes basées sur les performances. Il est 6h12, la bourse. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Et on retrouve Aude Kersulek à Euronext à Paris. Aude, évidemment, va scruter les marchés actions et puis le spread, évidemment, entre l'Allemagne et la France. Oui, alors ce qui va se passer à l'ouverture à 9h est encore assez peu dessiné. Effectivement, du côté des marchés actions, si on regarde l'indicateur avant bourse, le futur CAC 40, il est resté stable finalement hier et même toute la nuit. Il prend un peu de terrain ce matin, il est légèrement dans le vert, mais il faut se rappeler quand même qu'il a été assez peu fiable les jours qui ont suivi la dissolution le 9 juin et ça nous avait peut-être joué des tours. Il y a des mouvements volatiles qui s'étaient passés, des mouvements profonds, puissants de vente, dégagement massif notamment sur les banques qu'on avait eu à ce moment-là, notamment au moment de la composition de l'alliance de gauche et qui pourrait de nouveau se dérouler. On alerte certains analystes, aussi d'autres entreprises d'ailleurs qui sont particulièrement exposées au marché français. Alors sachant qu'on avait quand même déjà repris pas mal de terrain depuis le 9 juin par rapport à la perte qu'on avait eue. Dans 600 mètres, continuez tout droit sur N4. On avait à peu près repris la moitié. On avait, cela dit, fini vendredi sur des prises de profit à 7675 points. Mais les investisseurs pourraient être aussi très attentifs au développement des prochaines heures, développement politique des prochaines heures et donc être assez... Continuez tout droit sur N4. Attentiste par rapport à ça. Sur le spread, alors il n'a pas encore ouvert le marché obligataire, mais on avait passé... Continuez sur N4 pendant 26 km. Le week-end sur une note relativement plus légère. On était à 73 points de base de spread entre le taux français et le taux allemand. Ça reste élevé, mais c'est pas le plus élevé qu'on a eu ces dernières semaines. Et finalement, le seul indicateur qui est en heure d'ouverture de bourse en ce moment, c'est le Forex, l'euro-dollar notamment. Il y a eu une première réaction baissière après les résultats, mais finalement très légère. On n'est même pas passé sous le 1,08 $. Pas de panique sur l'euro, c'est déjà un indicateur important. Aude Kersulek, il n'y a pas grand-chose dans l'agenda aujourd'hui pour faire bouger les marchés. Non, c'est vrai, l'agenda est fort peu garni. Du côté de la zone euro, il y a l'indice Sentix, le sentiment des investisseurs. Mais c'est vrai que quand il y a un événement comme ça, un résultat d'élection, il est finalement... ne veut pas forcément dire grand-chose et finalement c'est plutôt les titres des journaux financiers qui vont peut-être nous occuper. On place clairement la France dans une situation de turbulence et en tout cas aussi si on regarde ce qui se passe du côté des marchés asiatiques, ils évoluent pour le moment de manière dispersée. On va avoir aussi cette note positive quand même venue de Wall Street et de Washington vendredi, le rapport sur l'emploi américain qui faisait état d'une détérioration du marché. Donc on va peut-être reparler aussi aujourd'hui
de baisse de taux du côté de la Réserve fédérale. Merci, Aude. Ça sent la journée attentive sur les marchés, notamment du côté de la France. Dans un instant, on poursuit notre édition spéciale législative avec évidemment les réactions à l'international avec Benahouda Abdelhaim qui va nous rejoindre. Les différents scénarios, on va vous les redonner. Et puis évidemment, l'avis des patrons, la crainte des épargnants vont nous rejoindre sur le plateau. François Mickey-Marty des Temps Nouveaux, Julien Marcelli, chef économiste de Global Sovereign Advisory, et puis tous nos experts internes. À tout de suite. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite radar fixe à 500 mètres. Entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à radar fixe à 300 mètres. Période d'essai €1 par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer radar fixe à 100 mètres. Et votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Édition spéciale, élection législative 2024. Édition spéciale législative 2024, on est ensemble jusqu'à 9h sur BFM Business et sur RMC Découverte. Nous avons rejoint François Mickey-Marty, bonjour, président des Temps Nouveaux, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Tôt le matin, ça veut dire que l'heure est grave, qu'on a beaucoup de choses à se dire. Benahouda Abdelhaim nous a rejoint également et Thomas Asportas est toujours avec nous. Je commence avec vous, François. Ce résultat, franchement, on s'y attendait pas, il n'y a pas un sondeur qui nous l'a donné. Pourquoi c'est une surprise à ce point-là? Alors, c'est vrai que c'est une surprise puisque les estimations, les projections en siège donnaient au début de la campagne législative une majorité, certes relative, enfin quand même très large du Rassemblement national. Puis il y a eu un tassement et une baisse pendant l'ensemble de cet entre-deux tours qui est très significatif. Et il s'est passé, je crois, plusieurs choses. Alors il y a eu d'abord, bien entendu, le phénomène du Front républicain qui a quand même très bien fonctionné. On le voit d'ailleurs. On fait appel à des sondages pour commenter des sondages. Enfin, on a 43% des électeurs de Renaissance qui ont joué le jeu du Front républicain, donc ça a été efficace. Le deuxième élément qui a joué, au fond, et on y reviendra peut-être, des questions de compétences sur la capacité, non seulement des députés Rassemblement national, mais même de l'idée d'un gouvernement Rassemblement national. Donc là, la campagne a été utile. La campagne a été utile, tout à fait. Et puis, de manière plus générale, on peut dire, concernant, on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, concernant les gauches, cette idée du Front populaire, d'un nouveau Front populaire constitué rapidement avec un programme à jouer aussi. Donc il y a eu des effets de campagne qui ont été extrêmement rapides. Et puis enfin, il y a un dernier élément qui est circonscription par circonscription. Et on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure parce que ça me semble fondamental. Lorsque vous regardez dans le détail le nombre de circonscriptions où vous avez du RN à 47, 48, 49%. Alors bien sûr, ce matin, on se dit, ah bah tiens, finalement, le RN n'est pas là. Enfin, dans les urnes, hier, très souvent, il pourrait faire il double quand même son nombre de députés. Il double son nombre de députés, voilà. Donc, alors, en effet, je pense qu'il y a eu un réajustement électoral, même on appelle ça techniquement un réalignement électoral extrêmement rapide et extrêmement puissant. Ensuite, l'exercice des projections en siège qui ne relève pas du sondage rigoureusement, parce que ça dont vous parlez est un exercice toujours délicat parce que ça appelle en effet à jouer circonscription par circonscription et à mener des analyses avec des évolutions de report de voix qui par définition sont souvent plus complexes que ce qu'on imagine a priori. Et Thomas Asportas, ce qui est difficile ce matin à voir, c'est est-ce que la France bascule à gauche ou est-ce qu'elle bascule à droite? Franchement, moi, je suis pas capable de vous dire ce matin dans quel sens on bascule. Quand on voit l'Assemblée nationale, on se dit, bah, finalement, ça bascule à gauche. Quand on voit les scores du RN, on se dit, ça bascule à droite. Ouais, si je peux vous rassurer, Emmanuel Macron lui-même ne sait pas en fait où ça bascule. En vérité, on a 3 blocs qui ont une part importante à l'Assemblée. Bien malin qui sait comment tout ça va se finir, si ça va se finir d'ailleurs avec une solution claire ou si on s'oriente vers une absence de solution et donc un scénario à l'italienne d'un gouvernement technique. Ce qui est sûr, c'est que quand on discute de ces différentes options avec les chefs d'entreprise, tout de suite après les résultats, c'est vraiment panique à bord. Quand vous parlez notamment aux responsables du MEDEF, ils s'exprimeront très officiellement dans les jours qui viennent, nous disent-ils, en milieu de semaine, mais quand vous parlez avec eux en aparté, en privé, ils vous disent que la situation est dramatique. De voir, c'est le mot qu'ils emploient, de voir une assemblée et un pays aussi fracturés, pour eux ça conduit à un chaos institutionnel durable, qui est évidemment très grave pour l'activité économique. Ils confient une inquiétude très forte et comptent bien faire entendre une position raide. Ils disent maintenant la récré est terminée, il faut arrêter de jouer. On a joué en gros pendant un mois, ça a été l'heure du jeu avec le jeu démocratique, le jeu de la politique, mais maintenant il faut que tout le monde revienne à la réalité, se rendre compte que depuis un mois l'économie
est glacé, c'est le mot qu'ils emploient. On le voit dans l'immobilier, on le voit dans les ventes automobiles, on le voit dans les fusions-acquisitions, on le voit dans les levées de fonds. On a une situation économique qui était précaire depuis plusieurs mois, et pour eux, le résultat de ces élections peut nous faire basculer dans un réel danger économique. François Asselin nous disait la semaine dernière, on a perdu un trimestre d'activité en 3 semaines, ce qui est quand même beaucoup en si peu de temps. Juste avant qu'on parle du budget avec Jean-Marc Daniel, Benahouda, qu'est-ce qu'on dit de nous à l'extérieur ? Assez vaste. Alors, c'est quand même frappant, ça ne passionne pas outre mesure en dehors des partenaires européens, cette élection française, parce que il y a plus important, c'est-à-dire c'est le sort de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Mais quoi qu'il en soit, il y a effectivement l'idée d'un paysage politique français bloqué et bloqué pour longtemps. Et d'une part, et d'autre part, il y a aussi l'idée que peut-être que la France est en train de devenir un pays européen comme les autres, c'est-à-dire avec différentes forces politiques représentées en son Parlement, et qu'aucune n'est en mesure de prendre le dessus sur une autre. Et un dernier point qui est très marquant, c'est que le coup tactique du président de LFI hier de prendre la parole juste après 20h02, Mélenchon a été perçu lorsqu'on est de loin et voire de très loin comme somme toute le prochain chef de gouvernement français qui allait prendre le dessus sur les autres forces politiques. Après, il va falloir, eux aussi, les analystes étrangers vont devoir affiner leur lecture, mais leur idée, c'est que ceux qui ont pour l'instant la main, ce sont la gauche radicale, pour employer la terminologie extérieure. Jean-Marc Daniel, peu importe ce qui va sortir du gouvernement, il y a assez peu de chances pour qu'on continue des économies. On va aller plutôt vers un gouvernement qui va dépenser. Je suis pas sûr de ça, parce que effectivement, il y a des effets de manche sur Mélenchon et tout ça. Je pense que Mélenchon, il fait ça non pas tellement pour se présenter comme futur Premier ministre, c'est pour donner un signe à ses partenaires qu'il va pas falloir trahir la coalition. Hein. Ils se sont mis d'accord, ils sont d'accord sur un programme. Il n'est pas candidat à Matignon, mais il vaudrait que Olivier Faure et Marine Tondelier ne lui fassent pas un enfant dans le dos. Les 150 mesures sans négociation. Non, qu'il n'aille pas à la soupe, entre guillemets, avec c'est ce qu'il a dit, avec Macron. Parce que le radar fixe à 1000 mètres. Grand discours d'Édouard Philippe, de la Macronie et tout ça, c'est de dire on pourra faire une majorité, on peut trouver une majorité si on va des Républicains, puisqu'on ne parle pas des Républicains, mais ils ont encore une 60aine de députés, jusqu'au Parti Socialiste. Et la presse britannique dit radar fixe à 500 mètres. Le Parti Socialiste français, c'est quand même le parti des frondeurs. Et donc Macron, qui les a bien connus, il les a connus prêts à le trahir et à lui faire des enfants dans l'eau, ils peuvent aller dans l'autre sens. Donc, mais des frondeurs qui étaient plus à gauche, non que... Oui, absolument. Mais... radar fixe à 100 mètres. Il peut y avoir des frondeurs plus à droite, en fait. Le frondeur qui trahit peut trahir dans un sens ou dans l'autre. Toutes sortes de traîtres. Oui, il y a tout un tas de traîtres. Le traître est bon. Et donc, je pense que Mélenchon ne se positionne pas pour gouverner. Et je pense qu'objectivement, dans la situation actuelle, les gens qui vont s'apprêter à gouverner seront sur une base qui sera une base, je dirais, très modérée. Pas véritablement, parce que tout de suite, dès qu'on va vouloir appliquer des mesures un peu radicales, il y aura une motion de censure. On a quand même la configuration de la 4e République avec les institutions de la 5e. C'est-à-dire, il y a toujours le président de la République, ce qui n'allait pas sous la 4e République. Il y a le fait qu'on est obligé d'adopter le budget en 70 jours, ce qui n'y avait pas sous la 4e République. Et surtout, il y a cette position autour de la motion de censure et du 49.3. Et donc, on peut faire passer un certain nombre de choses par le 49.3. Et le véritable enjeu pour Macron, c'est de constituer un bloc et de faire en sorte qu'à aucun moment ses opposants ne s'unissent. Oui, mais un bloc pour faire quoi, Thomas? Parce que c'est pour rien prendre de lourd. Mais justement, un bloc pour gérer au jour le jour, et donc gérer au jour le jour, c'est pas se lancer dans de grandes dépenses pharaoniques. Gérer au jour le jour, c'est... Ni dans de grandes économies, a priori. Mais si, faire 10 milliards par-ci... Quand la majorité avait les pleins pouvoirs, ils en étaient incapables. Donc imaginez maintenant. Ah non, mais la majorité, elle cherchait pas à faire des économies. Le véritable enjeu, c'est est-ce que Bercy va pouvoir, effectivement, à un moment donné, faire passer
c'est un décret d'annulation par-ci, un blocage par-là, etc. Je pense que la situation des finances publiques est telle, et la situation par rapport aux partenaires européens est telle, qu'il n'y aura aucune embardée dans un sens ou dans l'autre, et que le gouvernement technicien, on a parlé des deux Mario, les deux Mario, ils ont fait des réformes, les deux Mario, ils étaient là pour faire des réformes, et ils ont effectivement fait des réformes dans le sens d'un rééquilibrage. Quand Mario Monti prend le pouvoir sur la base d'un gouvernement technique, il dit j'ai 3 objectifs, les finances publiques, la concurrence et le rétablissement d'une certaine image de l'Italie. C'est ce que pourrait faire un gouvernement technique. Thomas, il nous reste une minute. Sur une base, effectivement, on ne va pas prendre de grandes décisions. Est-ce que vous trouvez Jean-Marc optimiste ? Un gouvernement qui va faire des réformes, qui va faire des choses, qui va faire des économies sur les sources. Effectivement, on va pas penser sur un grand programme à 360 degrés, ça c'est inenvisageable. Voilà. En revanche, effectivement, se fixer 2 ou 3 caps. L'histoire récente nous le montre en Italie, donc c'est pas exclu. Maintenant, de là à l'envisager avec, parce qu'on parle des deux Mario, mais quelque part le gouvernement de Giuseppe Conte avec ses 2 vice-premiers ministres extrême droite, Matteo Salvini extrême gauche, Luigi Di Maio, ça n'a avancé absolument nulle part. C'est pas notre configuration. On n'aura pas une alliance extrême droite extrême gauche, mais on voit bien que là pour le coup ça ressemblait à un gouvernement technique avec Giuseppe Conte qui les chapeautait. Ça n'a strictement mené nulle part. Benahouda, et après on va sur les marchés. Pour l'instant, strictement personne n'y croit à Bruxelles. L'idée que plusieurs diplomates de l'Union européenne nous disent, c'est qu'ils s'attendent à une stagnation française prolongée, qu'il n'y aura rien qui arrivera d'ici au 20 septembre, c'est-à-dire le délai imparti pour trouver une trajectoire budgétaire corrective. Donc de ce point de vue-là, il va falloir faire preuve d'immensément de beaucoup d'imagination, pour pouvoir parvenir à proposer une copie à Bruxelles qui soit acceptable aux yeux des partenaires européens. À 6h27, on fait un petit détour par les marchés. Et on retrouve Pierre sur la Euronext à Paris. Aude, qu'est-ce qu'on attend ce matin? Évidemment, on regardera le CAC 40 et puis les taux, évidemment. Oui, alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir cet effet de surprise que les marchés n'aiment pas généralement, qui avaient plutôt anticipé. Pas de majorité absolue, mais quand même le Rassemblement national en première position. En tout cas, pas l'alliance de la gauche. Et les prises de parole peut-être que de ce dimanche soir n'ont pas forcément rassuré. Selon des analystes interrogés, il y a tout de même une certaine prudence à avoir, un certain attentisme des investisseurs. Et il n'est pas improbable d'ailleurs que le marché parie sur l'hypothèse. Radar fixe à 1000 mètres. D'un gouvernement technique avec des technocrates qui rassureraient les marchés parce que eux ne vont pas exposer les comptes publics davantage. Donc les marchés qui ne devraient pas pour le moment encenser la victoire de la gauche, mais probablement attendre en attendant les prochains développements politiques. Radar fixe à 500 mètres. Et puis un mot peut-être aussi sur la tendance du Bitcoin, des crypto-monnaies qui ont d'ailleurs pas mal descendu dans la soirée de dimanche soir. Donc c'était plutôt après 20h, plutôt vers 22h30, 23h. Et on baisse quand même de 5%. Radar fixe à 100 mètres. Sur le Bitcoin et l'Ether sur les dernières 24 heures. Merci Aude, on se retrouve dans une demi-heure pour un prochain point marché. Dans un instant, le journal de 6h30, on va vous donner tous les résultats tout de suite. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à €1 par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. 6h30 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On poursuit notre édition spéciale après les résultats des législatives. On se dirige donc vers une assemblée ingouvernable au lendemain du second tour des législatives. Le nouveau Front populaire arrive en tête devant le camp présidentiel et le Rassemblement national qui confirme sa percée, mais d'une ampleur moins importante qu'initialement anticipée. Léo Dumas, le RN s'est heurté au Front républicain. Oui, le Front républicain qui a tenu et c'est la gauche qui l'emporte avec 182 sièges. Le nouveau Front populaire sera la première
première force dans cette nouvelle Assemblée nationale. Ensuite vient l'ancienne majorité présidentielle qui parvient à garder 163 députés dans l'hémicycle et donc le Rassemblement national finalement plus que distancé en troisième position. Le parti d'extrême droite n'obtient que 143 sièges en incluant ses alliés. Enfin, les Républicains qui n'ont pas fait alliance résistent et progressent même. Ils envoient 68 élus à l'Assemblée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les scénarios possibles? La première étape, c'est que Gabriel Attal va remettre sa démission ce matin. Ensuite, c'est le nouveau Front populaire qui veut gouverner. Les discussions entre les chefs des différents partis de gauche ont démarré cette nuit. Elles vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Quelle que soit la suite, ils veulent imposer leur programme au sein du futur gouvernement. Reste que l'équation est plus que difficile car le NFP ne dispose que d'une majorité très relative et le camp présidentiel le répète, il ne gouvernera pas avec la France insoumise. Une option est possible pour lui, s'allier avec LR car le cumul d'ensemble et des Républicains est plus fort que le nouveau Front populaire. Du côté de l'Élysée, on veut attendre de voir la structuration de la nouvelle Assemblée nationale. Elle ouvrira ses portes aujourd'hui à 14h. Merci Léo. On fait le point sur les personnalités politiques qui ont été réélues hier. François Hollande réussit son retour en Corrèze. François Ruffin en difficulté après le premier tour et lui aussi élu dans la Somme, tout comme Gabriel Attal, Agnès Pannier-Runacher ou encore Gérald Darmanin. En revanche, ça ne passe pas pour la PS Valérie Rabault, Stanislas Guerini ou encore l'ancien ministre Olivier Véran. Arrivé en tête du second tour, le nouveau Front populaire doit désormais s'accorder avec les autres forces politiques. Objectif, convertir cette première place en majorité de gouvernement, mais les négociations s'annoncent ardues. Écoutez Raphaël Glucksmann, François Hollande, puis Manuel Bompard. Nous n'avons pas de majorité absolue et donc nécessairement, comme le cœur du pouvoir revient désormais à l'Assemblée, eh bien il faudra discuter, il faudra débattre. Gouverner la France, c'est difficile, croyez mon expérience. Donc ça va obliger à chercher texte par texte des majorités. Madame Borne puis Monsieur Attal ont gouverné ce pays avec une majorité relative et ensuite c'est chacun des parlementaires, chacun des groupes à l'Assemblée nationale qui devra prendre ses responsabilités. Autre question ce matin, quel regard portent nos voisins européens, nos partenaires sur la France ailleurs dans le monde? Le Premier ministre polonais se réjouit de l'échec du Rassemblement national. Donald Tusk a tweeté dans la soirée à Paris l'enthousiasme, à Moscou la déception, à Kiev le soulagement, suffisamment pour être heureux à Varsovie. Pour le président espagnol Pedro Sanchez, le Royaume-Uni et la France ont dit oui au progrès social et non au recul des droits et des libertés. Les autres réactions à suivre dans le journal de 7h avec notre correspondante à Bruxelles. Benahouda Abdeldaïm, bien sûr, suit ça de près. Il nous disait il y a quelques instants que le Sud global se félicitait d'un gouvernement plutôt de gauche. Dans le reste de l'actualité. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur N44. Aux États-Unis, Joe Biden persiste et signe malgré son débat désastreux face à Trump et malgré les inquiétudes de son camp, il refuse toujours de jeter l'éponge. Ce week-end, le président américain a essayé de reprendre la main. Il a prononcé 2 discours de campagne dans le Wisconsin et la Pennsylvanie, 2 États clés. Et puis, il a donné une interview à la chaîne ABC, sa première depuis son naufrage du débat. Mais cette intervention n'a pas permis de rassurer les démocrates. Antoine Lara à Washington. Joe Biden, effectivement, n'a pas réussi à rassurer. Bien au contraire, même cette interview a plutôt donné l'impression qu'il est dans une forme de déni. Déni sur ses capacités physiques et mentales. Il dit qu'il n'a pas besoin de passer un test cognitif. Et puis surtout, déni sur ses chances face à Donald Trump. Les sondages sont mauvais. Biden dit que les sondages se trompent. Je suis le plus qualifié face à Trump, affirme-t-il. En off, un démocrate commente, Joe Biden est coupé de la réalité. Alors pour le moment, Biden a toujours le soutien des poids lourds du Parti démocrate, ce qui lui permet de s'accrocher à sa candidature, mais la pression est de plus en plus forte. Hier, plusieurs élus influents au Congrès ont commencé à prendre leur distance. Si les ténors démocrates se retournent, alors là, ce sera terminé pour lui. Et puis, il y a aussi la pression financière, avec plusieurs gros donateurs qui ont quitté le navire. Le cofondateur de Netflix par exemple, ou encore une héritière de la famille Disney. Ça, c'est un élément très important. Une campagne, ça coûte très cher et sans argent, Biden ne pourra pas tenir très longtemps. La télévision française aura bientôt un nouveau visage. Au rond-point, prendre N44. Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, entame aujourd'hui son marathon d'audition pour l'attribution des chaînes de TNT. 25 candidatures pour 15 places. Zidane Azouzi. Tous
les regards sont tournés vers le groupe Radar fixe à 500 mètres. de Vincent Bolloré qui présente plusieurs dossiers. Les cas de C8 et CNews seront particulièrement scrutés. Elles ont été épinglées à plusieurs reprises ces dernières années. Radar fixe à 300 mètres. Mise en demeure, sanctionnée par l'Arcom pour non-respect de leurs obligations. Le jeu est totalement ouvert. On va repartir d'une page blanche, assuré en février le patron du régulateur de Radar fixe à 100 mètres. l'audiovisuel. Plusieurs nouveaux entrants se sont aussi manifestés, le groupe L'Express d'Alain Veil, celui de SIPA Ouest France ou encore le groupe CMI du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. La Web TV de gauche, Le Média, a aussi présenté un dossier ainsi que deux projets présidés par l'ancien publicitaire Franck Papazian. Et puis, comme à chaque fois, sont concernés par ce renouvellement les chaînes du groupe TF1, celles de M6, du groupe Énergie mais aussi BFM TV. Jamais autant d'autorisations de diffusion n'ont été remises en jeu en même temps depuis la naissance de la TNT il y a 30 ans. Le choix final de l'Arcom sera annoncé à la fin du mois de juillet. Édition spéciale, élections législatives 2024. On continue notre édition spéciale sur les législatives. Emmanuel Le Chypre nous a rejoint. Vous revenez d'Aix, Emmanuel, hier. Le scénario qui s'est dégagé hier soir, est-ce que c'est le pire scénario? Est-ce que ça rassure? C'est quoi l'idée? Alors, disons qu'on était sorti du premier tour avec, que ce soit pour les marchés financiers, les investisseurs internationaux et même les chefs d'entreprise, un sentiment d'attentisme, mais attentisme qui était plutôt serein parce qu'on avait l'impression d'avoir écarté les scénarios des extrêmes. Là, on est toujours dans une forme d'attentisme, mais qui est un attentisme qui est beaucoup plus inquiet, puisque plane quand même le scénario le plus redouté par tous, qui est effectivement le scénario d'une façon ou d'une autre, quand même, d'une politique qui soit plus à gauche, notamment avec beaucoup de mesures... Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la 5e sortie sur avenue du Général de Gaulle, N4. Du nouveau Front populaire qui faisait peur. Et le problème, c'est que vous avez chaque grande catégorie, finalement, d'acteurs économiques qui a de bonnes raisons d'être inquiets. Aujourd'hui, déjà, il y a des notes d'analystes de banques américaines qui sont sorties hier soir. Alors, ça se voit pas trop encore à l'ouverture ce matin sur les marchés. Ça viendra à l'ouverture des marchés américains dans l'après-midi, qui disent déjà de shorter la dette publique française. Donc, grosso modo, il faut s'attendre quand même à ce que les taux d'intérêt français remontent. Si vous regardez non plus les investisseurs financiers, si vous regardez les investisseurs, les entreprises qui ont des problèmes. Dans 100 mètres, faire demi-tour à rue Abraham de Moivre. Faire demi-tour à rue Abraham de Moivre. Projet d'installation. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue de Paris, N4. En France, etc. Là, c'est vraiment, on arrête tout, et c'était déjà perceptible depuis que Emmanuel Macron avait annoncé la dissolution. Mais là, je peux vous dire que, vous savez, c'était le fameux Choose France, et puis on était dans Why France. Et là, on commence à être dans le No France, avec notamment une problématique majeure pour toutes les entreprises qui veulent investir en France, qui est la problématique de la compétitivité liée au prix de l'énergie, sachant que si vous avez une majorité de gauche qui se distingue, vu que personne au sein des partis de gauche n'est d'accord sur la stratégie énergétique, qui est pourtant fondamentale pour la compétitivité future d'usines en France. Là, vous avez un scénario qui est catastrophique. Et puis quand même, les patrons français, et notamment les patrons de PME, qui eux, en plus, à la différence des grands investisseurs internationaux, sont soumis au stress quotidien de la politique française. On a un débat là qui est en train déjà de surgir sur la réforme des retraites, par exemple. Est-ce qu'il serait possible ou non de revenir sur la réforme des retraites par décret, pas par décret? Ce sont ça, c'est angoissant. Mais bien sûr, ce sont des trucs angoissants. Et pour le patron de PME, grosso modo, là, il y a une forme de désillusion. Il redoute, il redoute la hausse du SMIC, bien évidemment. Il redoute, il espérait des baisses d'impôts, notamment les impôts de production. Là, si c'est une coalition plutôt à gauche, ça craint pour cet impôt. Et puis surtout, ils ont peur d'en payer beaucoup plus. Ils craignent plus de législation, etc. Et donc, c'est vrai que chez les petits patrons, alors pour le coup, l'attentisme entre les embauches et l'investissement, il n'est pas prêt de se dégeler. Merci Emmanuel. Michel Picon de l'UDP sera avec nous à 8h30 tout à l'heure. On poursuit bien sûr Thomas Asportas, vous les avez joints, les organisations patronales, vous nous raconterez dans un instant les craintes. Vont nous rejoindre sur ce plateau Julien Marcilly, le chef économiste de Global Sovereign à 10h. On va bien sûr parler de la dette de la France et puis on parlera aussi des craintes des épargnants avec Kevin Tauzet, le membre du comité d'investissement de Carmignac. À tout de suite. Édition spéciale, élections législatives 2024.
On poursuit notre édition spéciale sur BFM Business. On est ensemble en direct jusqu'à 9h avec François Mickey-Marty, président des Temps Nouveaux, avec Thomas Sasportas, journaliste politique à BFM Business. Et nous a rejoint Julien Marsili. Bonjour, vous êtes chef économiste de Global Sovereign Advisory. On entendait Emmanuel Le Chypre il y a quelques instants nous dire on va shorter la dette française. Ça a commencé. On va avoir une grosse tension sur les taux. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'il y a vraiment une crainte sur les marchés, sur l'OAT? Effectivement, on est dans une situation qui est inédite dans la Ve République. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue de Paris, N4 en direction de A26, 3. On ne sait pas encore quelle va être la forme du prochain gouvernement. On ne sait pas quand ce prochain gouvernement va être nommé. Donc, qui dit nouveauté dit incertitude et possiblement une montée des écarts de taux. Ceci dit, les 3 dernières semaines ont quand même livré un certain nombre d'enseignements et plutôt positifs. On a eu 2 adjudications qui se sont bien passées. Exactement, toujours très sursouscrites, pas d'écart significatif entre les prix offerts et les prix demandés, qui est un bon indicateur d'absence de liquidité. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Au rond-point, prendre rue de Paris. Et malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on va pas avoir beaucoup d'informations supplémentaires dans la journée, voire même dans la semaine qui vient. Et donc certes, continuez sur N4 pendant 66 km. Les taux pourraient monter un peu davantage, mais ça reste assez improbable à ce stade, qui est une panique évidemment. Journée d'attentisme aujourd'hui sur les marchés, clairement. Cette question du budget, elle est fondamentale. Benahouda Abdeldaïm, vous nous avez rejoint. On a une date clé quand même qui va arriver, qui est le 20 septembre. On doit présenter notre feuille de route budgétaire à Bruxelles. Est-ce qu'on sait déjà qu'en fait on ne sera pas dans les clous? Aucun diplomate européen ne se fait d'illusions à ce sujet, en se disant que, étant donné que les 2 des principaux blocs de ce Parlement vont proposer des réformes qui vont contre toute idée de réduire la dépense budgétaire et comme le disait tout à l'heure Thomas, l'actuel pouvoir n'a pas été en mesure de proposer 20 milliards d'euros de coupes budgétaires pour 2025. Vous imaginez bien que dans le cas de figure actuel, c'est-à-dire d'un éventuel gouvernement mené par le nouveau Front populaire, ça ne sera absolument pas la priorité initiale et de toute façon il n'y aura pas le temps de négocier